Le matin se lève sur la mine de Kiyaka, une terre d'or où des décennies de travail ont nourri l'économie mondiale sans enrichir les habitants locaux. Mais aujourd'hui, sous l'autorité du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement du Burkina Faso prend une décision historique. L'État demandera 35% de la part dans la mine, une part qui pourrait transformer non seulement l'industrie minière, mais aussi la société du pays. Un geste audacieux, mais pourquoi ce changement choque-t-il tant les investisseurs étrangers tout en étant applaudi par les citoyens burkinabés? L'or n'est plus seulement une richesse matérielle, il devient le symbole d'une dignité retrouvée. Le changement annoncé par Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple réajustement économique. En demandant 35% de participation pour l'État dans la mine de Kiyaka, le capitaine entend non seulement redistribuer les richesses générées par les ressources naturelles, mais également réécrire les règles du jeu dans un secteur qui, jusque-là, favorisait largement les investisseurs étrangers. Cela pourrait transformer l'économie du pays, fournir des fonds pour les infrastructures et offrir des emplois locaux. Mais ce n'est pas sans risque. Certains analystes avertissent que cette décision pourrait provoquer un exode des investisseurs, nuire à la réputation du Burkina Faso sur les marchés mondiaux et isoler le pays économiquement. Cependant, pour les Burkinabés, c'est un geste de souveraineté et de dignité. C'est l'opportunité de restaurer la valeur de leur sol et de leurs ressources en faisant bénéficier le peuple. Le Burkina Faso ne cherche pas à se fermer au monde, mais à établir des partenariats sur des bases plus égales où l'intérêt national prime sur l'exploitation étrangère. La première révélation, discrète mais décisive, apparaît lorsque les contrats miniers historiques du Burkina Faso sont enfin relus à voix haute. Pendant des années, ils transféraient jusqu'à 90% des bénéfices à l'étranger, tout en laissant aux villages voisins des routes en poussière et des infrastructures quasi inexistantes. Cette disproportion, longtemps tolérée, devient soudain impossible à justifier lorsqu'un simple chiffre, 12 mines d'or actives, est mis en regard de la pauvreté persistante des régions minières. Ce contraste ouvre la porte à une nouvelle compréhension. Le modèle n'était pas seulement inefficace, il était moralement insoutenable. C'est dans ce contexte que l'intervention d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. En interrogeant directement un contremaître, si l'or quitte notre sol chaque jour, pourquoi le village reste-t-il dans le noir? Il met en lumière une question que personne n'avait osé poser à voix haute, une question qui catalyse toute la réforme. Ce moment, rapporté dans les villages comme un tournant, transforme une critique diffuse en exigence nationale de transparence. Les semaines suivantes voient l'examen méthodique des anciens contrats, exonération fiscale de 10 ans, transfert de profits vers des juridictions offshore, clauses rédigées dans des langues que les citoyens ne pouvaient pas lire. Pour les Burkinabés, ces découvertes résonnent comme la preuve que la souveraineté économique avait été cédée morceau par morceau. Ce processus de réévaluation conduit alors au choix d'un nouveau seuil, 35% pour l'État, un niveau calculé non pour punir les investisseurs, mais pour garantir un contrôle suffisant afin d'imposer des normes environnementales, former des ingénieurs locaux et financer une unité de raffinage nationale. Ce n'est pas une rupture brutale, mais une réécriture calme et méthodique des règles, destinée à replacer le pays au centre de son propre développement. Ainsi, la réforme minière cesse d'être un simple ajustement technique. Elle devient la première pierre d'un repositionnement où la dignité et la responsabilité sont liées, et où chaque chiffre raconte une histoire de reprise en main collective. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris un travail de transformation radicale dans un secteur longtemps dominé par les intérêts étrangers. Ce changement est symbolisé par le projet de la mine de Kiyaka, qui illustre la volonté du capitaine de réécrire les règles du jeu.
Cette décision de réclamer une part de 35% de la mine est plus qu'une simple mesure économique. Elle est un acte politique. Traoré, en réclamant une juste part de l'or extrait, se positionne comme un leader qui ne cherche pas à briser les ponts avec les investisseurs, mais à les inviter à construire ensemble. Il incarne l'image d'un homme d'État déterminé à utiliser les ressources naturelles comme levier pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Le message est clair. Si l'or quitte notre sol chaque jour, pourquoi le village est-il encore dans l'ombre? Cette phrase résonne profondément au sein du pays car elle met en lumière le contraste entre l'exploitation minière et le manque de développement local. Traoré devient ainsi l'architecte d'une nouvelle politique qui vise à réduire les inégalités, renforcer l'infrastructure locale et, par-dessus tout, restaurer un sentiment de dignité parmi les populations. Mais le chemin n'est pas sans embûches. Les tensions avec les investisseurs internationaux qui n'avaient pas anticipé une telle politique se multiplient. Cependant, pour les Burkinabés, le geste est perçu comme une promesse de justice. La participation de l'État dans les mines pourrait garantir une meilleure redistribution des richesses et peut-être un avenir plus équitable pour les générations futures. La décision du capitaine Ibrahim Traoré de réclamer une participation de 35% dans la mine de Kiyaka marque un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays riche en ressources naturelles, mais qui, pendant des décennies, n'en a pas profité équitablement. Ce qui semblait une simple annonce devient rapidement un événement de portée internationale, et les premiers signes de son impact sont visibles dans les rues de Ouagadougou, la capitale. Là où les Burkinabés étaient longtemps pris dans la spirale de la pauvreté malgré les richesses naturelles sous leurs pieds, une nouvelle ère semble s'ouvrir. Le gouvernement burkinabé, sous la houlette de Traoré, a lancé un processus de réévaluation des anciens contrats miniers. Les résultats sont accablants. Les entreprises étrangères, qui avaient monopolisé les concessions, avaient négocié des contrats largement favorables, permettant l'évasion des bénéfices vers l'extérieur sans obligation substantielle envers les communautés locales. La part de l'État était infime, souvent inférieure à 10%, et encore moins allouée à l'amélioration des infrastructures ou au soutien des travailleurs locaux. Face à ce constat, Traoré agit avec la conviction que le pays doit reprendre le contrôle de ses ressources. Le 35% n'est pas choisi au hasard. Il permet de garantir à l'État un pouvoir décisionnel sur les opérations tout en restant attractif pour les investisseurs qui ne verront pas leur capital être nationalisé de manière brutale. Cette décision s'inscrit dans un contexte où le Burkina Faso cherche à attirer des investissements tout en conservant son autonomie économique. Dans les jours qui suivent, la réaction est immédiate. Les grandes entreprises minières commencent à évaluer les implications de cette décision sur leurs projets en cours. Tandis que certains investisseurs mettent leurs projets en pause, d'autres expriment des préoccupations sur la prévisibilité du climat d'investissement. Des voix se lèvent avertissant que la politique de Traoré pourrait pousser le Burkina Faso à s'isoler économiquement. Cependant, ces préoccupations ne sont pas partagées par la majorité de la population. Au contraire, la décision de Traoré est saluée comme un acte de souveraineté, un retour en force de l'État face à des décennies de dépendance à l'égard des puissances étrangères. Le gouvernement fait savoir que cette politique ne signifie pas l'expulsion des investisseurs, mais les invite à coopérer dans un cadre plus équitable. Le message est fort. Le Burkina Faso est prêt à accueillir des partenariats, mais pas à être exploité. Sur le terrain, les résultats commencent à se faire sentir. À Kiyaka, les travailleurs locaux, qui étaient autrefois relégués à des tâches subalternes, bénéficient désormais de formations locales. Le premier centre de raffinage de l'or est en construction et les communautés avoisinantes voient des projets d'infrastructures se multiplier. Les routes se rénovent et l'eau potable commence à arriver dans des villages où l'accès à ce bien essentiel était longtemps un luxe.
Les investisseurs occidentaux restent sceptiques, mais les gouvernements des pays voisins, comme le Mali et le Niger, voient dans cette politique un modèle à suivre. La décision de Traoré prend ainsi une dimension régionale et des discussions commencent à émerger sur la possibilité d'un recalibrage des politiques minières à travers l'Afrique de l'Ouest. Malgré la résistance, la politique de Traoré continue de se structurer autour de l'idée que les ressources naturelles doivent servir le peuple et non les intérêts étrangers. Le Burkina Faso devient un symbole pour d'autres nations africaines qui cherchent à rééquilibrer leurs relations avec les grandes puissances économiques. Le projet de Kiyaka avec ses 35% devient ainsi bien plus qu'une simple réforme économique. Il devient le point de départ d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, et peut-être pour toute l'Afrique. L'une des pierres angulaires de la réforme menée par Ibrahim Traoré dans le secteur minier est le calcul minutieux de l'impact économique qu'elle pourrait avoir sur le pays. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il est essentiel de se pencher sur les données concrètes qui soulignent la nécessité de cette transformation. Tout d'abord, le Burkina Faso, bien que riche en ressources minières, en particulier en or, a longtemps perçu des revenus miniers dérisoires comparés à la valeur des extractions réalisées. Par exemple, en 2022, en le pays a exporté pour 2,5 milliards de dollars d'or, mais l'État n'a récolté que 12 à 15% de cette somme sous forme de redevances. Le reste a été capté par les sociétés étrangères qui exploitaient les mines sans partager équitablement les bénéfices avec les communautés locales. En réclamant une participation de 35% dans les projets miniers, Traoré vise à redistribuer les richesses de manière plus équitable. Ce chiffre de 35% n'est pas arbitraire. Il a été choisi pour permettre à l'État de conserver un contrôle suffisant pour investir dans des projets d'infrastructure et de développement local, tout en assurant une certaine stabilité pour les investisseurs. Cette nouvelle part pourrait ainsi générer des revenus additionnels estimés à 500 millions de dollars par an qui seront réinvestis dans les communautés locales, l'éducation et les infrastructures essentielles comme les routes, les hôpitaux et les écoles. Une autre donnée clé est l'impact direct sur l'emploi. Avant la réforme, la main-d'œuvre locale était largement sous-utilisée dans l'industrie minière. Environ 70% des travailleurs dans les mines étaient des expatriés ou des employés de sous-traitants étrangers. Avec la nouvelle politique de Traoré, cette dynamique pourrait changer. L'initiative prévoit un programme de formation destiné aux travailleurs locaux, avec l'objectif de porter la part des travailleurs burkinabés à 50% dans les mines d'ici les 5 prochaines années. Cela permettra non seulement de réduire le chômage, mais aussi de renforcer les compétences locales, notamment dans des domaines clés comme le raffinage de l'or et la gestion des mines. Le changement s'étend également à l'impact environnemental. Les nouvelles règles imposent aux entreprises minières de respecter des normes écologiques plus strictes afin de prévenir les dégâts causés par des pratiques minières irresponsables qui ont longtemps pollué l'air et les rivières. Selon une étude du gouvernement, l'application de ces normes pourrait réduire de 30% la pollution de l'eau autour des sites miniers d'ici 2025. Le calcul de ces données est essentiel pour comprendre pourquoi la décision de Traoré, bien que risquée d'un point de vue économique, repose sur une stratégie claire et fondée. La participation de 35% dans les mines est un compromis, un juste milieu, qui permet au Burkina Faso de récupérer une part importante des bénéfices tout en attirant encore les investisseurs étrangers. Cela pourrait offrir une opportunité de développement durable où l'économie du pays se renforce tout en respectant les principes de justice sociale et environnementale. Enfin, en termes d'impact international, les réactions sont partagées. Si certains économistes internationaux ont exprimé des inquiétudes sur la stabilité des investissements au Burkina Faso,
D'autres, notamment dans les pays voisins comme le Mali et le Niger, voient dans cette décision un modèle à suivre pour une Afrique plus autonome. Ce recalibrage économique est perçu comme une avancée significative pour le continent, qui pourrait, à terme, changer la dynamique des relations économiques entre l'Afrique et les grandes puissances mondiales. La décision d'Ibrahim Traoré de prendre 35% de participation dans les mines d'or du Burkina Faso a suscité un large éventail de réactions. D'un côté, ses partisans louent cette décision comme une avancée vers la souveraineté nationale, une restitution des ressources aux citoyens du pays. Mais d'un autre côté, certains critiques, tant au niveau national qu'international, soulignent les risques potentiels de cette réforme. Pour comprendre l'ampleur de cette controverse, il est utile de comparer deux arguments opposés, celui des défenseurs de la politique de Traoré et celui des détracteurs. Les défenseurs de la réforme avancent un argument fondamental: l'équité. En réclamant 35% de participation, le capitaine Ibrahim Traoré cherche à corriger une injustice historique où les ressources naturelles du pays, particulièrement l'or, ont été largement exploitées par des entreprises étrangères sans bénéfice substantiel pour les Burkinabés. Ce modèle de redistribution vise à injecter des ressources directement dans l'économie locale. Les travailleurs locaux bénéficieront de formations spécialisées et les communautés rurales, souvent laissées pour compte, auront accès à des services de base comme l'eau potable et l'électricité. L'argument de Traoré est simple: si l'or quitte le pays, alors l'État doit pouvoir en tirer parti pour financer son développement et renforcer l'autonomie économique du pays. De plus, cette politique n'est pas une nationalisation brute, mais un partenariat où les investisseurs étrangers ont toujours leur place, mais dans un cadre plus transparent et plus respectueux des intérêts locaux. D'un autre côté, les critiques soulignent plusieurs risques liés à cette approche. D'abord, certains investisseurs internationaux ont exprimé des inquiétudes quant à la stabilité du climat économique au Burkina Faso. L'introduction de cette nouvelle participation de 35% pourrait en effet rendre le pays moins attractif pour les grandes entreprises minières. Les sceptiques pointent également la crainte d'une trop grande ingérence de l'État dans les affaires des entreprises, ce qui pourrait réduire l'efficacité du secteur minier. Les entreprises étrangères pourraient être dissuadées d'investir si elles estiment que leurs marges bénéficiaires sont trop réduites par la participation de l'État et les nouvelles exigences environnementales. En outre, un autre argument souvent avancé par les détracteurs est la question de la mise en œuvre. Bien que la participation de 35% soit calculée pour bénéficier au pays, certains doutent de la capacité du gouvernement à gérer ces fonds de manière transparente. L'expérience passée a montré que de tels projets, même s'ils sont bien intentionnés, peuvent se heurter à des obstacles administratifs, bureaucratiques et de corruption. Sans une gestion rigoureuse et une supervision adéquate, l'argent généré par la mine pourrait ne pas atteindre les communautés qui en ont le plus besoin. Il est donc clair que cette réforme, bien qu'historique et potentiellement bénéfique à long terme, comporte des risques considérables. Toutefois, la question demeure: le Burkina Faso est-il prêt à prendre ces risques pour sa souveraineté économique, ou les implications à court terme risquent-elles de compromettre les objectifs de long terme de développement durable et de justice sociale? À mi-chemin de cette transformation historique, un moment crucial se profile: le début d'une nouvelle dynamique économique qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Dans un discours calme mais ferme, Ibrahim Traoré a annoncé une décision majeure. La participation de l'État dans les mines d'or sera un catalyseur pour le changement, pas une simple modification des parts. Ce n'est pas une mesure isolée, mais une révolution dans la manière dont le pays considère ses ressources naturelles.
Le 35% de participation vise à renforcer la souveraineté nationale et à permettre aux Burkinabés de bénéficier directement de leurs propres richesses. Cette politique va au-delà des simples chiffres. Elle est porteuse de symboles. En se réappropriant une partie de son or, le Burkina Faso ne fait pas que redistribuer des ressources, il redonne de la dignité à sa population. Mais cette décision n'est pas sans conséquences. Les observateurs mondiaux commencent à prendre conscience que ce geste pourrait être le début d'une nouvelle approche en Afrique, où les pays riches en ressources naturelles prennent le contrôle de leurs richesses. Le pays est à un carrefour. La question est maintenant de savoir si ce modèle pourra être soutenu et reproduit ailleurs, ou si les défis internes et externes freineront cette ambitieuse réforme. Les conséquences pratiques de la décision d'Ibrahim Traoré se font déjà sentir au Burkina Faso, dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans les villages autour de Kiaka, où l'or est extrait. Pour la première fois dans l'histoire récente du pays, les Burkinabés peuvent espérer voir les retombées de cette richesse minière directement dans leur quotidien. Les 35% de participation de l'État ne sont pas qu'une part des bénéfices. Ils deviennent un instrument de changement qui touche tous les aspects de la société, de l'économie et de l'infrastructure. Dans les régions minières, où les promesses de développement sont souvent restées vaines, les transformations sont visibles. La première conséquence est l'amélioration de l'infrastructure locale. Les routes, longtemps négligées, sont en train d'être réparées. Et les villages qui étaient autrefois déconnectés du reste du pays bénéficient désormais de l'électricité et d'un accès à l'eau potable. Le gouvernement a mis en place un programme d'investissement dans les infrastructures locales qui cible les zones minières. Les revenus générés par la nouvelle part de 35% sont utilisés pour financer la construction de nouvelles écoles et hôpitaux, ainsi que des projets d'irrigation dans les communautés agricoles voisines. Le programme de formation pour les travailleurs locaux est également un élément clé de cette réforme. Les Burkinabés, autrefois relégués à des postes subalternes dans les mines, bénéficient désormais de formations professionnelles, ce qui leur permet de mieux participer à l'industrie. Cette politique devrait aboutir à une augmentation de l'emploi local et ainsi une réduction du chômage dans les régions minières. L'objectif est d'avoir 50% de la main-d'œuvre locale dans les mines d'ici 5 ans. Les communautés locales sont plus impliquées dans le processus et les bénéfices sont de plus en plus visibles au niveau individuel, avec la possibilité de travailler dans des conditions plus sûres et plus équitables. Cependant, l'impact de cette réforme dépasse les frontières du Burkina Faso. Le message est fort. Il s'agit d'un changement de paradigme. La décision de Traoré pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à repenser leur gestion des ressources naturelles. Dans les pays voisins, comme le Mali et le Niger, les gouvernements commencent à étudier le modèle burkinabé. La politique de Traoré, loin d'être un isolat, pourrait s'imposer comme un modèle de gestion des ressources naturelles qui place l'État et ses citoyens au centre du développement, plutôt que les grandes entreprises étrangères. Les tensions avec les investisseurs étrangers, bien qu'encore présentes, semblent s'apaiser progressivement. Certains d'entre eux commencent à voir l'intérêt de participer à ce modèle, à condition que des garanties de sécurité et de prévisibilité soient mises en place. D'autres, cependant, restent sceptiques, craignant que l'État n'aille trop loin dans ses ambitions de nationalisation. Quoi qu'il en soit, l'impact sur le terrain est indéniable. Pour les Burkinabés, la décision d'Ibrahim Traoré représente un changement profond. La richesse qui sort de la terre appartient désormais au pays et non à des intérêts étrangers. Cette prise de contrôle est un symbole de fierté nationale et un pas décisif vers un avenir où les ressources naturelles profitent à la population et non à des acteurs extérieurs. Dans les 6 à 12 prochains mois, la politique de participation de 35% de l'État dans les mines d'or pourrait se déployer de 3 manières distinctes.
en fonction de l'évolution des tensions internes et externes, des réactions des investisseurs et de la gestion de l'initiative par le gouvernement burkinabé. Voici les trois scénarios possibles. Scénario de stabilité optimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir un équilibre entre les besoins des investisseurs étrangers et ceux de la population locale. La transition vers un modèle de partage plus équitable de l'or se fait sans trop de turbulences économiques. Les investisseurs étrangers s'adaptent aux nouvelles règles et poursuivent leurs activités, attirés par la stabilité politique croissante du pays. Les premiers résultats tangibles de l'initiative, tels que la création d'emplois locaux et l'amélioration des infrastructures, renforcent la popularité du gouvernement. Les bénéfices générés par la participation de 35% sont utilisés pour financer davantage de projets d'infrastructure et d'éducation, augmentant ainsi l'influence positive du gouvernement auprès de la population. Le Burkina Faso devient un exemple pour d'autres pays africains cherchant à rééquilibrer leur modèle économique en exploitant leurs ressources naturelles de manière plus durable. Scénario de stagnation économique. Dans ce cas, l'initiative de Traoré peine à trouver son équilibre. Les investisseurs étrangers se montrent hésitants à s'engager à long terme, craignant l'instabilité liée à une politique économique trop interventionniste. Les résultats immédiats, bien qu'encourageants, restent limités par une mise en œuvre plus lente que prévu des projets d'infrastructure et des programmes de formation. Le chômage reste élevé et la pression monte pour que les autorités burkinabées trouvent des solutions à court terme pour apaiser les tensions avec les investisseurs. La gestion des fonds issus de la participation de l'État souffre de défis administratifs et l'impact positif sur les communautés locales n'est pas aussi rapide que souhaité. Cela pourrait ternir l'image du gouvernement à l'international, avec des critiques sur la manière dont le pays gère ses ressources et ses relations économiques. 3. Scénario de crise économique. Ce scénario envisage une réaction plus violente de la part des investisseurs et des institutions financières internationales qui décident de suspendre leurs investissements au Burkina Faso en raison de l'incertitude croissante. L'instabilité économique s'intensifie et la croissance nationale ralentit. Les négociations avec les entreprises minières étrangères échouent, ce qui met en péril les projets en cours et ralentit l'exécution des réformes. Les tensions sociales augmentent, certains secteurs de la population se sentant frustrés par les attentes non satisfaites en matière d'emploi et d'infrastructures. Les autorités burkinabées sont contraintes de revenir sur certaines des mesures les plus ambitieuses ou de modifier leur approche pour apaiser les investisseurs et assurer la stabilité économique à court terme. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver dans une situation où la promesse de justice sociale et de développement durable se heurte aux réalités économiques du marché global. L'impact de la réforme de Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Alors que le pays amorce un tournant décisif dans son histoire économique, le modèle qu'il propose pourrait inspirer d'autres nations africaines, voire au-delà, qui cherchent à équilibrer la relation entre exploitation des ressources naturelles et développement local. Ce qui se joue à Kiyaka n'est pas seulement une histoire de mines et de contrats. Il s'agit d'une lutte pour redéfinir les termes du développement, de la justice sociale et de la dignité nationale. Pour les Burkinabés, cette politique est un message puissant. Leurs ressources naturelles ne doivent donc plus être exploitées au profit d'intérêts étrangers. Le pays se tient désormais sur ses propres pieds. Et cette décision pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère de souveraineté économique en Afrique. Pour les jeunes générations, l'espoir de trouver des emplois qualifiés dans leur propre pays, plutôt que de devoir partir à l'étranger, se renforce chaque jour.
Le processus de formation des travailleurs locaux dans les mines ouvre la voie à un avenir où le pays peut tirer parti de son potentiel humain et naturel, plutôt que de rester dans l'ombre de puissances extérieures. Cependant, ce changement s'adresse également à la communauté internationale. Il s'agit d'une invitation à repenser la manière dont l'Afrique interagit avec les grandes économies mondiales. Le message est clair: le Burkina Faso ne demande pas la charité, mais la reconnaissance de son droit à une gestion équitable de ses ressources. Ce n'est plus un acteur passif sur la scène mondiale, mais un acteur actif et indépendant, prêt à forger des partenariats qui bénéficient à ses citoyens. Le monde, et notamment les investisseurs, doivent comprendre que l'Afrique n'est pas seulement un réservoir de ressources à exploiter, mais un partenaire à part entière dans la quête d'un développement durable et équitable. Pour que la réforme de la mine de Kiyaka porte ses fruits, un plan structuré et rigoureux est nécessaire pour garantir que les bénéfices soient réellement visibles pour la population. Voici trois étapes essentielles que le gouvernement burkinabé devrait suivre pour s'assurer du succès de cette initiative. Renforcement des capacités locales. La première étape est d'investir massivement dans la formation des travailleurs locaux. Cela passe par la création de programmes de formation pour développer des compétences spécifiques dans l'industrie minière, en particulier dans le raffinage de l'or, un secteur stratégique pour la valeur ajoutée. Il est également crucial de renforcer la capacité du gouvernement à superviser les activités minières de manière efficace, garantissant ainsi une meilleure transparence et une utilisation optimale des fonds provenant de la participation de 35%. 2. Suivi et transparence des fonds. La gestion des revenus générés par la mine doit être claire et transparente. Il est essentiel que les fonds issus des 35% de participation de l'État soient alloués à des projets tangibles qui bénéficient directement à la population locale. La création d'un fonds national d'infrastructure, financé par ces revenus, pourrait servir à améliorer les infrastructures locales, notamment les routes, les écoles et les hôpitaux. Un système de suivi transparent, ouvert au public, permettrait de garantir que ces fonds sont utilisés correctement et ne soient pas détournés. 3. Création de partenariats équilibrés avec les investisseurs étrangers. Plutôt que de fermer la porte aux investissements étrangers, il serait plus stratégique pour le Burkina Faso de négocier des partenariats équilibrés. Les entreprises étrangères doivent comprendre que le modèle burkinabé favorise la coopération et non l'exploitation unilatérale. Ce modèle pourrait inclure des conditions favorables pour les entreprises qui s'engagent à respecter les normes locales en matière d'emploi, d'environnement et de responsabilité sociale. En retour, le Burkina Faso pourrait offrir une stabilité réglementaire et une coopération à long terme avec les investisseurs. Dans ce voyage vers une plus grande souveraineté économique, Ibrahim Traoré incarne non seulement la volonté d'un homme politique de redresser son pays, mais aussi celle d'un peuple qui retrouve sa dignité. Le symbole fort de cette réforme ne réside pas uniquement dans le 35% d'or réclamé par l'État, mais dans le message qu'il envoie à toute l'Afrique. Les ressources naturelles doivent servir les peuples qui en sont les véritables propriétaires. À Kiyaka, là où l'or a été extrait pendant des années sans répercussions tangibles pour la population locale, un nouveau chapitre s'écrit. Les travailleurs locaux, qui autrefois se contentaient de tâches subalternes, sont désormais au cœur du processus de transformation. Des villages entiers, longtemps laissés dans l'ombre de l'exploitation minière, voient leurs infrastructures se développer. C'est le début d'une nouvelle ère où l'or ne sera plus seulement un bien exporté, mais un moteur de développement durable, porteur d'espoir pour les générations futures. C'est un tournant historique où chaque gramme d'or extrait de la terre burkinabé porte désormais la promesse d'une nation qui prend son destin en main.
pour le bien de tous ses citoyens. Le pays avance, un pas à la fois, vers une Afrique plus autonome et plus juste. Alors que le Burkina Faso trace son propre chemin vers un avenir plus juste, il est essentiel que le monde prenne note de ce qui se passe à Kiyaka. Ce n'est pas seulement une histoire de mine ou d'or, mais une histoire de dignité retrouvée et de souveraineté affirmée. Le message que le capitaine Ibrahim Traoré porte est simple. Un pays ne doit pas mendier ses ressources, mais les utiliser pour le bien de ses citoyens. C'est un moment décisif non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Si cette vision d'une Afrique qui maîtrise ses propres ressources devient une réalité, cela pourrait inspirer une vague de changements dans d'autres pays du continent, en les encourageant à prendre le contrôle de leurs richesses naturelles. Pour ceux qui croient en cette nouvelle ère de coopération, d'autonomie et de développement durable, il est temps de partager cette histoire. Si vous pensez comme nous que l'Afrique mérite de reprendre son destin en main, laissez votre voix se faire entendre. Partagez cette vision d'un avenir où chaque pays africain peut se tenir debout, en paix et en dignité. Parce que la souveraineté n'est pas seulement un droit, c'est un devoir.